Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. Comment ça va? Salut Rémi. Salut Gabriel, ça va très bien et toi? Aujourd'hui, on va parler de retour sur investissement d'un CRM et comment on le mesure, comment on voit a posteriori si on a réussi son projet CRM. Mais avant cela, je vous accueille dans les aventuriers de HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30 partenaire HubSpot, des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de reventes et moins de churn. On va justement parler de ça aujourd'hui, de satisfaction de clients, de plus de ventes et surtout de comment on mesure vraiment que notre CRM a été efficace, qu'est-ce qu'on met en place une fois que tout est lancé pour mesurer ça et pour estimer le retour sur investissement du projet. Alors, effectivement, on peut mesurer de manière assez concrète l'apport d'un CRM à une entreprise. Et comme tout projet de digitalisation, on va le mettre en place dès le début du projet, parce qu'on a envie d'avoir la photo, le avant et l'après. Donc, les apports sont de 3 types, et on va rentrer dans le détail de chacun des types derrière. Le premier type, c'est tout d'abord un rapport productivité, qui est le plus flagrant, c'est de gérer, d'améliorer en fait la productivité de chacune des équipes. Donc, c'est comme si on optimisait les coûts. Après, on va avoir une amélioration du chiffre d'affaires. Parce que c'est pour ça qu'on met en place un CRM, c'est pour être plus compétitif et faire plus de chiffres. Et quand on parle du chiffre d'affaires, on va avoir 2 parties. Le court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, dans mon pipe, à 2 mois, quel est le chiffre d'affaires complémentaire que je vais pouvoir faire? Quelle est l'optimisation de mon acquisition? Et puis derrière, le chiffre d'affaires d'après-demain, c'est-à-dire celui où on va prendre en compte la satisfaction client. Donc, l'engagement client, c'est-à-dire la qualité de la relation et l'image de l'entreprise par rapport au client, au prospect. Rentrons dans le détail. Quel type d'indicateurs on met en place pour chacun des sujets? Typiquement, la productivité, comment on peut la mesurer? Quels vont être les bons indicateurs pour faire cette mesure de productivité? Sur la productivité, on va découper en fait en fonction des métiers. C'est-à-dire sur un service client, c'est assez simple. C'est le taux de résolution des nombres d'appels traités, c'est le temps de traitement par opérateur et c'est derrière la satisfaction des clients par rapport au traitement des opérateurs. Donc, c'est globalement la capacité à traiter des enjeux, ne serait-ce qu'on sait en fait, par exemple, un élément comme un prédécroché, c'est-à-dire le fait de pouvoir remonter de fiche client dans un service client, c'est entre 30 et 45 secondes de gain par traitement d'appel. Donc, c'est très vite, en fait, non négligeable en termes d'apport de chiffre d'affaires ou de productivité pour les équipes de support, parce que si on a un temps d'appel de moyen de 3 minutes 30, par exemple, c'est déjà 14% d'appels en plus qui pourront être traités par chacun des opérateurs. Tu constates le temps qui est mis pour répondre avant la mise en place du CRM et tu suis la réduction de ce temps? Exactement. Et puis, tu mesures en parallèle, et dès le début du projet, la satisfaction client, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Customer Report Score ou le CSAT, la satisfaction au traitement de la problématique, avant et après, de façon à vérifier qu'on ne dégrade pas, qu'on garde une gagnant en productivité, en délai de traitement, on ne dégrade pas la satisfaction client, voire on l'améliore. Et donc ça, c'est très factuel, c'est assez simple, et c'est au niveau du support client pour les appels entrants, vraiment pour les appels entrants et pour les demandes entrantes, email ou autres, quelque chose de très, très mécanique et très mathématique. D'autres exemples autour de la productivité? Là, tu as parlé du service client, du côté du commerce ou du marketing. Du côté du commerce, on a un deuxième indicateur qui est assez simple, qui est alors, on a le commerce, il est séparé en 2 parties. On a la partie acquisition-vente et on a la partie satisfaction, Customer Success Management. Donc, le Customer Success Management, il est assez simple, c'est de vérifier notamment le volume de clients gérés par salarié, par commercial, côté CSM, et globalement, le chiffre d'affaires géré. Si on gagne en termes de volume et sans impacter le taux de churn, ça démontre bien qu'on a gagné en productivité au quotidien. Et derrière, on peut même joindre ça au NPS, c'est-à-dire vérifier qu'au passage, on a gagné l'accompagnement client en termes de productivité dans l'accompagnement client sans dégrader l'image que l'on a par rapport au client. Côté commerce, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire côté commerce, on va regarder en fait le portefeuille géré par de prospects ou de propositions gérées par commercial. Et puis, on a des indicateurs très factuels. On a des clients qui sont assez nombreux, par exemple. On va pouvoir diviser par 10
ou 15 même, le temps de production le temps nécessaire pour la production d'un devis. Donc, quelque part, on va avoir en fait très très vite un indicateur qui est le volume d'affaires traité par commercial et le taux de transformation, vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur le taux de transformation. Donc, encore une fois, on a plutôt une tendance à améliorer la transformation et améliorer l'efficacité et l'excellence opérationnelle des commerciaux. Donc, ça, c'est des indicateurs encore très mathématiques que l'on peut prendre en amont du projet, même s'il est parfois difficile de connaître le temps moyen réel pour générer un devis, par exemple, ou générer un contrat. On peut le mesurer beaucoup plus facilement après la mise en place du CRM. Et côté marketing? On est dans l'acquisition, donc avant tout, et puis on est dans la satisfaction. Donc on a un vrai sujet qui est le temps opérationnel pour gérer les campagnes d'acquisition. Et donc ça, c'est l'optimisation du budget d'acquisition et des coûts d'acquisition, qui est en fait, encore une fois, dans la logique d'optimiser mes coûts, d'optimiser mon excellence opérationnelle en interne. Et puis dans l'agilité, c'est-à-dire le temps de mise en place du plan marketing opérationnel, c'est-à-dire le nombre de TP pour gérer en amont et en aval, en fait, l'activité opérationnelle, même s'il y a un gros biais, puisque la plupart du temps, post-mise en place d'un CRM, on va avoir un plan marketing opérationnel beaucoup plus riche, beaucoup plus précis, beaucoup plus granulaire, avec des cohortes. Là, on faisait de la campagne de masse avant la mise en place d'un CRM réel. On va entrer dans une gestion de politique de campagne beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace. Donc, la productivité, elle est facile à estimer côté service client, un peu plus difficile côté commerce ou côté marketing. Sauf peut-être côté marketing sur la gestion des coûts d'acquisition, la réduction des coûts d'acquisition. Exactement. On a des indicateurs très factuels, temps de production de devis, coûts d'acquisition, qui sont des indicateurs très factuels. On a des indicateurs un peu moins factuels, notamment le temps de production ou mise en place d'une campagne. Donc ça, c'est pour la première famille d'indicateurs autour de la productivité et des bénéfices opérationnels. Une deuxième famille autour du chiffre d'affaires. Et tu dis du chiffre d'affaires facile à calculer. Alors là, c'est très, très mécanique. On va dire côté service client, on n'a pas beaucoup d'impact sur le chiffre d'affaires. Pour autant, c'est un vecteur d'upsell, sauf si on a des campagnes sortantes. Et là, c'est l'efficacité des campagnes sortantes d'un centre d'appel. Et là, on peut mesurer très, très factuellement l'amélioration. Et donc, ça, c'est très factuel et connaître, en fait, le taux de non décroché aussi. Et donc, potentiellement, le chiffre d'affaires que l'on pourrait perdre, que l'on ne perd plus. Côté service client, il y a un autre indicateur qui est le taux de churn à 6 mois. C'est-à-dire vérifier qu'on ne perd pas ou qu'on ne génère pas d'insatisfaction côté client, et donc on n'a pas de déperdition de clients par le service client. Donc ça, c'est très mécanique, mais encore, c'est complètement factuel, ça se mesure assez facilement. On prend une population témoin, on regarde en fait l'impact positif ou négatif du taux de rétention par rapport au centre d'appel, et là, ou de centre de support, et on a tout à fait quelque chose qui est complètement mesurable. Côté commerce, donc là, on est sur le chiffre d'affaires. Donc, j'ai envie de dire, on est sur le cœur de métier. Là, on est dans le mainstream. Combien on génère de chiffres, quel est le taux de transformation des leads, quel est le temps de la qualification des leads, donc quel est le taux de transformation de MQL en SQL, Marketing Qualified Lead to Sales Qualified Leads. Donc, tous ces éléments-là et tous ces indicateurs métiers qui sont en fait la base de pourquoi on met un CRM en place côté commerce, qui nous permet d'acquérir mieux, de comprendre mieux et donc du coup de mieux vendre. Côté marketing, on est dans le cœur du débat de la population blanche. On dit toujours, mettez une population blanche, c'est-à-dire une population non sollicitée par les activités marketing tout au long de l'année. Prenez en fait le delta chiffre fait par cette population blanche par rapport à celle qui est sollicitée marketingment parlant. Cette population blanche étant égale partout, pour tout autre indicateur étant complètement similaire et juste un échantillon de ça que vous auriez sollicité, à la fin de l'année, vous faites la différence et vous connaissez à l'euro près quel est l'apport de l'intégralité de vos activités marketing à l'entreprise. C'est mathématique, c'est indiscutable et vous savez exactement l'ensemble de vos campagnes marketing, quel est l'apport en termes de chiffre d'affaires à l'entreprise. Et ça, c'est la méthode la plus, on va dire, la plus simple à mettre en place. Après, vous pouvez aussi avoir des méthodes de règles d'attribution, où là, on sait qu'on a un biais, c'est-à-dire qu'on va avoir des règles d'attribution, on va avoir des règles de quelle est la contribution du marketing à la vente, ou à la rétention, à l'upsell, à l'anti-churn, etc. Où là, on va avoir des indicateurs qui peuvent aussi faire appel à des populations témoins ou des populations blanches pour neutraliser ce calcul
Et là, on a quelque chose qui est 100% mathématique, encore une fois. Mais ça marche sur du B2C. C'est facile de mettre aussi des populations blanches en B2B. Bien sûr, en fait, il suffit d'avoir en fait des volumes suffisants. Dès qu'on a un volume de clients supérieur à 1000, on peut commencer à mettre en place des populations blanches sans aucun problème. D'accord. Ça veut dire c'est déjà du gros B2B alors. Un B2B qui commence à avoir pas mal de prospects, qui commence à avoir pas mal d'activités. Ouais, on va pas pouvoir faire ça chez 1 minute 30 en fait. Bon, bientôt. Sur les bénéfices et le chiffre d'affaires, t'as fini sur le court terme, on passe au long terme ou il y a encore des choses à dire sur le court terme? Non, sur le court terme, en fait, ce sont des choses qui sont 100% mesurables, non ambiguës, quasiment sur tous les axes véhicules. Et qu'est-ce qu'on fait justement sur les B2B qui n'ont pas assez de nombre et pas de population blanche? Là, c'est plus de l'estimation, on peut pas mettre en place de vrais indicateurs où on compare en year to year. En fait, on va regarder en year to year et puis on va rentrer dans le second qui est l'impact moyen terme, qui est une bonne transition, c'est-à-dire qu'on va mesurer en fait l'impact du NPS. Donc, on va mesurer en fait le chiffre d'affaires de demain, c'est la satisfaction notamment, et puis c'est le panier moyen, l'ARPU, le cross-sell et l'upsell. Donc, savoir qu'on a une capacité à faire de la cross-fertilisation de nos clients, savoir que nos clients sont satisfaits à travers du Net Promoter Score, le NPS, donc le score de satisfaction de l'entreprise par rapport à l'entreprise et la marque, sont deux indicateurs qui vont nous dire non seulement on fait du bon chiffre, on fait du chiffre, mais on fait du bon chiffre. C'est-à-dire on fait pas des good bargains, on est juste à faire des ventes one shot et on est capable d'engager le client et donc on a du chiffre d'affaires beaucoup plus pérenne d'une année sur l'autre et d'un client sur l'autre. Et donc ça, c'est aussi le fond du commerce, c'est-à-dire que quand on parle de chiffre d'affaires, c'est pas le good deal ou la bonne porte qu'on a signée qui a transformé l'année, qui nous donne un vrai indicateur de est-ce qu'on a vraiment amélioré intrinsèquement l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. C'est vraiment derrière le travail sur le NPS, le travail sur l'upsell, le travail sur l'anti-churn, et donc l'amélioration du churn, l'amélioration la satisfaction et du panier moyen, qui sont les bons indicateurs de le chiffre d'affaires de demain. Et donc, ceux-là, ils sont critiques à mettre en amont du CRM et en aval du CRM. On peut avoir un effet de biais quand on met en place un CRM et qu'on a un cycle de vente très long. C'est qu'on peut se retrouver à clôturer très vite un paquet de deals qui était, entre guillemets, flottant, et faire très, très vite la distinguo entre ce que j'appellerais les cadavres du placard, c'est-à-dire des vieux deals qui n'auront plus aucune chance de transformer, et des deals opérationnels, et du coup avoir un taux de transformation qui s'améliore tout de suite. Et là, on se dit, génial, le CRM a apporté beaucoup de choses. Pour autant, en fait, il faut travailler sur la moyenne durée, et donc il faut regarder aussi en perspective, et regarder en fait la taille du pipe, et comment on va réalimenter ce pipe, et derrière, comment on transforme, et surtout, comment satisfait on engage le client derrière, et comment on sait que le NPS fait que le pipe de demain sera encore meilleur que celui d'aujourd'hui. Et tu parles du NPS, est-ce que tu parles de lifetime value? Tu mesures cette lifetime value, la valeur sur la durée de vie du client? Alors, la lifetime value est plutôt un indicateur plus stratégique, plus technique. On va essayer de l'augmenter, mais en fait, quand on met en place un CRM, malheureusement, on n'a pas d'historique, souvent. Donc, chaque année, on va augmenter la lifetime value parce qu'on a une année de chiffre d'affaires en plus, ce qui est beaucoup plus dur à mesurer en termes d'efficacité. Pour autant, c'est un très bon indicateur. On parle plus de lifetime margin, c'est-à-dire la marge opérationnelle qu'on va générer, les reliquats de marge opérationnelle qu'on va générer par un client, pour savoir si une action d'anti-churn est intéressante à effectuer et jusqu'où on peut aller dans la d'anti-churn, par exemple. Mais on peut pas avoir le lifetime value margin comme indicateur de point de départ et comment on l'a fait progresser avec le CRM? C'est très très rare. On a un ou deux clients pour lesquels on a suffisamment d'historique et suffisamment de granularité pour pouvoir faire le passé de la lifetime value et la lifetime margin. Souvent, les entreprises sont peu équipées. Donc, l'estimation réelle dans le passé, surtout en B2B, est relativement rare sur la partie de la lifetime value, malheureusement. Alors justement, c'est la transition. Quels sont parmi nos clients, si tu peux nous parler de clients chez qui on a mis en place ce type d'indicateur, ce type de comparaison, et les bénéfices qu'ils ont pu en tirer? On en a quelques-uns, notamment, je prends un exemple, l'exemple du LOSC, qui est un club de foot relativement connu, dans lequel on a des indicateurs qui sont biaisés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le NPS est fortement impacté par le résultat de l'équipe, plus que par l'ensemble en ce moment, plus que par les actions de marketing de part et d'autre. Donc c'est aussi
une bonne démonstration que les stats doivent être toujours prises en fait avec un certain recul, avec une certaine analyse. Pour autant, en fait, on a une capacité à mesurer réellement le taux d'envasement, le chiffre d'affaires généré par les actions marketing, notamment. Et donc, on a des vraies améliorations, une vraie mesure de l'amélioration de la performance et de l'apport de l'équipe du CRM à l'entreprise. Mais c'est le cas aussi sur d'autres dans lesquels on a déployé des supports clients assez gros, qui traitent plusieurs centaines de milliers de demandes par année, où en fait, on a aussi une mesure très, très factuelle de l'amélioration du temps de traitement. Et donc, le nombre de tickets traités par opérateur, et quelque part, ça a un impact sur les délais de réponse, sur les SLA, sur la satisfaction client, et derrière, sur le CES, sur le CSAT, et sur le Customer Effort. Super, bon, on a tout compris. C'est quand même vachement important de se mettre en place ce type d'indicateur en amont du projet, parce que ça permet comme ça, dès le début, de se donner des objectifs et puis de s'inscrire dans un projet à long terme où on sait pourquoi on met en place un CRM, à savoir pour gagner en productivité, pour gagner en chiffre d'affaires, pour gagner en chiffre d'affaires de court terme et de long terme, pour gagner aussi, apporter plus de satisfaction client. C'est ce que tu appelles le chiffre d'affaires long terme aussi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que cet épisode soit terminé? C'est toujours, en fait, je dis toujours, en fait, des statistiques, il faut toujours les prendre avec précaution. Et donc, toujours avoir le recul d'analyser les biais et d'avoir, en fait, les éléments objectifs. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là est très factuel. On peut savoir exactement, par exemple, tout ce que le marketing a apporté. Ça ne nous permet pas de conclure de qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas de marketing ou si on augmente. Et donc, c'est là où il faut prendre les statistiques pour ce qu'elles sont, une photo de l'instant T et pas un vecteur de prédiction de ce qu'on fera si on ne fait pas quelque chose. Je donne un exemple. Il est parfois, on a beaucoup de discussions avec des clients qui nous disent, mais oui, mais là, on a un coût d'acquisition qui est assez élevé, qui est quasiment, en fait, au niveau de la marge opérationnelle générée par le prospect, l'espérance de marge opérationnelle générée par le prospect. Est-ce que ça vaut le coup de prolonger? Et en fait, ça dépend. Est-ce que la croissance du chiffre est liée à la croissance de la marge, ou est-ce qu'il y a certains clients dans lesquels il faut avoir un seuil et un volume minimum de clients pour pouvoir générer plus de marge opérationnelle? C'est tous ces éléments-là où en fait, il faut prendre toujours les statistiques avec un certain recul pour savoir comment les exploiter proprement. Voilà, merci beaucoup Rémi. Cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci Rémi. Merci Gabriel. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.